Alors, moi, je pense qu'il y a des raisons personnelles, certainement, puis des raisons de circonstances. Euh, les raisons personnelles, c'est d'être sensible ou pas à certains événements ou à certaines choses. Il se trouve que, dans mon parcours, depuis que je suis prof de management, que j'ai étudié aux États-Unis, etc., j'ai rencontré sans arrêt des situations de conflit ou de contradiction ou de paradoxe. Et les conflits, il y en a deux sortes, enfin, pour le management. Il y a des conflits qu'on résout, et c'est le boulot du management de résoudre les conflits. Ça s'appelle to manage. Hein. On se débrouille, on s'arrange. Et puis il y a les conflits qui ne s'arrangent pas. Alors pour une raison ou pour une autre, ce sont les conflits qui m'ont le plus intéressé. C'est ceux qu'on n'arrive pas à résoudre par le management. C'est les conflits. Alors pourquoi? Mais pour différentes raisons, mais une des raisons, c'est que ça pose une vraie question, et qui est de savoir pourquoi on peut être amené à être confronté à des conflits de ce type. Alors par exemple, c'était par exemple le management public qui était scandaleux parce que en France on a un système juridique qui suppose la séparation entre le secteur public et le secteur privé. Bon, les gens de l'administration considéraient que le secteur public était scandaleux. Je comprenais très bien puisque je connaissais cette norme juridique. La question, c'était pourquoi le management public, qui est donc ambigu, se développerait. Alors les gens disaient à l'époque, qui développaient le management public, certains disaient c'est une mode. Et la chose que je ne voulais pas, c'était de travailler dans la mode. Donc, quel moyen j'avais de savoir si oui ou non le management public serait encore signifiant après 10, 15 ou 20 ans? Il fallait qu'il y ait une nécessité. Parce que je crois à une chose, il y a une ou deux choses auxquelles je crois en psychosociologie. Il y en a une, c'est la résistance au changement. Et donc, s'il y a résistance au changement, s'il n'y a pas une raison essentielle pour laquelle le management public se développe, ça ne se développera pas. Et donc, la question, il faut aller trouver. Et à ce moment-là, c'était assez simple, parce que j'avais suivi un cours de droit public, et ce cours montrait que la norme, qui est le critère du droit administratif, avait trois périodes: puissance publique, service public, troisième période, crise du critère. Alors, ce qui était scandaleux était devenu inévitable. On voit bien que donc, la notion de management public répondait vraiment à une nécessité, puisque le droit lui-même disait qu'il était incapable de séparer les deux choses. Bon, voilà. Donc c'est ce genre Et évidemment, c'était paradoxal. Donc il fallait le comprendre. Alors, à ce genre de phénomène, ça permettait de comprendre que ça aurait lieu, que c'était impossible, que cette notion, à la limite, c'est le management privé pur qui n'existerait plus. C'est-à-dire que la crise était symétrique. Elle concernait le secteur privé autant que le secteur public. Bon, donc on savait. Et il y avait une autre chose qui était intéressante à ce moment-là, d'ailleurs, c'était quel était le critère qui permettait de séparer. Dans la première période, le critère, c'était le statut de l'organisation, la puissance publique, l'état gendarme. Je suis public si je suis de statut public. La deuxième période, l'état-providence, c'était la finalité. Bon, c'est parce que je sers des intérêts publics. Et la troisième, c'était quoi, hein? Eh bien, c'était ce qui reste dans une action, c'est quitte à faire roi, la cause, la finalité et la méthode. Donc, il restait les méthodes. Les méthodes, c'était le management, justement. Donc, j'arrivais à une nouvelle chose qui était intéressante, c'est qu'il fallait définir le management indépendamment du secteur et le management public aussi indépendamment du secteur. Voilà. Donc, c'était un enchaînement, en quelque sorte logique, pour sortir de ce genre de contradiction. C'était une manière d'essayer de comprendre la situation. Alors, cet enchaînement logique t'amène à rediscuter d'un auteur qui obsède les élites politiques françaises, qui est Tocqueville. Oui. Et Tocqueville, au pays du management, crise dans la démocratie. D'où cette question du message que tu aurais adressé aux conseillers. Que retenir de tes investigations quand tu investis Tocqueville au pays du management? Voilà, en quoi ça nous offre une lecture managériale du monde actuel et des défis du monde actuel? Alors, Tocqueville c'est peut-être moins développé. En général, Tocqueville est vu par les politistes comme un politicien de la démocratie, et la démocratie est vue comme un phénomène politique. Mais en fait, Tocqueville est aussi un théoricien de l'administration. Il était lui-même maire, son père était préfet. Quand il va aux États-Unis, c'est pour faire une étude administrative des prisons. Et c'est donc quelqu'un qui... Et il décrit très longuement l'administration en Angleterre, en Amérique, je veux dire en Nouvelle-Angleterre. Et c'est amusant, il dit une chose qui semble le lieu commun
à savoir qu'un Européen qui va, ou un Français qui va en Amérique, ne trouve pas l'administration qu'il a l'habitude de trouver chez lui. Alors on dirait, c'est exactement ce qu'on pense, en Amérique, il n'y a pas d'administration. Immédiatement, il dit non, c'est pas vrai. Parce que l'administration est indispensable à la société. Voilà une thèse tout à fait théorique, et elle est exprimée de manière magnifique par une formule qui est « l'administration est à la société ce que la grammaire est au langage ». Bon, ça m'a énormément frappé. Donc, la première raison pour lier Tocqueville au management, c'est que c'est un penseur de l'administration. La deuxième chose, c'est qu'il y a dans son ouvrage une troisième prophétie. On a l'habitude de deux prophéties politiques, à savoir le risque de la tyrannie de l'État ou de la tyrannie de la majorité. Mais dans un article du deuxième volume, il dit qu'il se pourrait que l'aristocratie, que la hiérarchie revienne par l'aristocratie industrielle. Donc, autrement dit, la très grande... Alors, parce que, justement, tout le problème, tout ce que dit Tocqueville à propos de comment est-ce que on arrive à tolérer la hiérarchie, puisque l'idée très théorique, c'est la démocratie, c'est l'égalité de statut. Or, l'organisation suppose une hiérarchie. Comment c'est fait? Alors, il y a un moment merveilleux où il dit « Ah ben oui, c'est parce que c'est le contrat. Tant qu'on est sous contrat, il y a l'inégalité, mais dès qu'on n'a plus le contrat, on redevient complètement égaux. » Sauf que, parce que ça vraiment, c'est un observateur, si je veux dire, ou un théoricien extraordinaire, il dit oui, il y a toujours un moment. Le moment où on passe de l'intérieur à l'extérieur, où on ne sait plus où on en est. Et on ne sait plus qui doit commander ou qui ne doit pas commander. Et il dit c'est un État révolutionnaire. Donc c'est tout à fait extraordinaire de voir, évidemment, la finesse qu'il a dans cette analyse de l'État révolutionnaire. Et il dit quand l'entreprise devient très grande, aussi, il dit l'entreprise normalement c'est ce qu'il appelle une petite société qui est dans la grande société. Mais quand la petite société devient aussi grande que la grande, alors on ne peut plus en quelque sorte résoudre le problème en sortant du contrat, etc. Et c'est ce qu'il dit. À ce moment-là, on a un retour, il y a une description extraordinaire de l'aristocratie industrielle. Et il conclut en disant bon, si les gens enfin, intéressés par la démocratie devraient regarder de ce côté, parce que c'est par là que pourrait revenir la hiérarchie, l'aristocratie. Donc il y a vraiment une quasi-prophétie. Alors, ce n'est pas une prophétie, parce que, évidemment, c'est contraire à sa théorie enfin, générale, qui est le monde va vers la démocratie, vers l'égalité. Mais là, on voit qu'il y a un danger possible, qui est le retour de la hiérarchie par la grande organisation. C'est là. Voilà, c'est une chose qui m'a beaucoup fasciné. Bon, par ailleurs, les interprétations de Tocqueville, il y a une utilisation de Tocqueville qui était très utile certainement pour aller à l'encontre de la tradition de la Révolution française, de Mathiez et Soboul, etc. Mais Furet en a fait une utilisation probablement exagérée. Et en particulier autour des années 68. Donc ça m'a beaucoup intéressé de réfléchir à 68 à partir de Tocqueville. Mais en faisant une chose qui, au lieu de dire voilà, pour 68, c'est comme ce que Tocqueville nous dit de la Révolution, l'idée c'est plutôt de dire, utilisons les méthodes de Tocqueville pour analyser la Révolution et appliquons-la aux événements de 68. On voit que ça marche très bien. Ça marche très bien, mais il y a des décalages. Enfin, voilà, il est une source tout à fait formidable d'analyse et surtout, il montre ce mouvement. Alors, parallèlement, on pouvait montrer que l'histoire du management va vers l'histoire d'une crise. Et cette crise, c'est qui existe à partir de Barnard déjà. Et il y a des textes, de Barnard absolument merveilleux, donc qui montrent. Enfin voilà, donc c'est essayer de montrer cette histoire, du management à travers cette question de la hiérarchie. Bon, il y a Bernheim, c'est bien connu, mais Bernheim, ça dit que c'est une révolution. Alors le mot révolution apparaît. Il apparaît chez Bernheim, il apparaît d'une certaine manière, il apparaît chez Tocqueville. Mais la révolution, elle a deux temps. Il y a un temps avant la guerre, et puis un temps après la guerre à partir de Burnham. Donc il y a la révolution managériale. Donc ça ouvre toute une
réflexion sur des textes qui, je crois, sont assez intéressants pour comprendre le management aujourd'hui.